Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous ont atteint le plus haut niveau dans leur discipline dédiée. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Sophie Naoum. Sophie est réalisatrice de documentaires. Après avoir travaillé pour de nombreuses chaînes de télévision, elle décide de prendre son indépendance et de produire des films qui sont proches de son cœur. Son premier documentaire en tant que réalisatrice indépendante sera Young et moi, dans lequel elle suivra les traces de l'ancien champion du monde de boxe Victor Young Pérez déporté à Auschwitz. Le film sera primé au Festival international du grand reportage d'actualité lors de sa sortie en 2015. Ses interactions avec certains survivants des camps de concentration rencontrés pendant le tournage de Young et moi seront extrêmement marquants pour Sophie, qui se rend compte de deux choses. D'abord, par le simple fait du temps qui passe, ces hommes et ces femmes ne pourront bientôt plus témoigner. Par ailleurs, elle qui avant cela n'avait que rarement passé du temps avec des survivants de la Shoah, découvre leur humour, leur dérision, leur appétit de la vie, des côtés souvent passés sous silence dans les documentaires plus classiques sur la déportation. De là est née l'envie de leur redonner la parole. Pour certains, ce sera la première fois, pour d'autres, ce sera la continuation d'une vie passée à témoigner. À travers une série de vidéos de format court, Sophie part à la rencontre des derniers témoins de la Shoah. 7 ans plus tard, le projet, intitulé Les Derniers, ce sont 25 vidéos disponibles sur le site internet, mais aussi 2 livres, sobrement intitulés Les Derniers et Les Derniers Enfants Cachés. C'est aussi une réussite sur les réseaux sociaux avec plus d'1 million de likes sur TikTok. C'est surtout et plus que jamais, presque 80 ans après la fin de la guerre, une course contre la montre, un travail urgent, vital, indispensable. Bonjour Sophie. Bonjour, Jonathan. Alors je voulais commencer par l'histoire de Young Pérez, champion du monde de boxe déporté à Auschwitz, car j'ai l'impression que c'était un peu le point de départ officieux du projet Les Derniers. Ah oui, tout à fait. Alors attendez, sans vouloir vous corriger, votre introduction était Ah, super, mais je veux quand même dire qu'on est à près de 100 témoignages tournés et 3 livres. d'accord. Alors voilà, quand Ok, même, petite petite précision. rectification parce que ça a été beaucoup de travail. Donc j'insiste voilà, sur l'ampleur qu'on a réussi à donner aujourd'hui à ce projet. Je suis vraiment partie de rien, donc je suis très contente d'être déjà à une centaine et puis on continue à tourner. J'ai en ce moment même, aujourd'hui même, une équipe, Leslie Gel-Rubin et Xavier Lieberman qui sont à Jérusalem en train de filmer un témoin. Donc vous voyez, ça continue. J'ai même passé donc la main à Leslie sur la partie internationale. Donc ça a bien grandi. C'est vrai que oui, bien sûr, les derniers prennent leur source dans l'aventure Young et moi. Voilà, rien n'était prémédité. J'ai avancé en marchant. Ce qui est sûr, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que bon, moi j'avais une vraie volonté d'indépendance, de liberté. Je n'arrivais pas du tout à me satisfaire de la manière dont on pouvait faire ce métier de réalisateur de documentaires en France, c'est-à-dire ce système de travailler pour des chaînes de télévision qui préachètent les projets sur papier. Donc en fait, il faut déjà avoir tout écrit, déjà avoir tout pensé, alors que pour moi, le documentaire, ça reste quand même une aventure, des rencontres, on se laisse transporter aussi par ce qui se passe. Donc voilà, ça me convenait pas. Donc soit je changeais de métier totalement, soit je prenais le risque, enfin en tout cas, j'essayais de me prouver à moi-même avant tout qu'on pouvait faire ce métier autrement et ne pas se laisser dicter sa vie aussi tout simplement. Enfin voilà, de sortir des clous quoi. Ça a l'air bête, mais c'est vrai que j'avais envie de ça. Voilà. Bon, c'est ma personnalité. Et donc j'ai fait ce film Young et moi. Euh, bon, c'est une longue histoire, hein, Young et moi déjà en soi, mais c'est vrai que le premier ancien déporté que j'ai rencontré, c'est Jacques Altman. On a été ensemble à Auschwitz parce qu'il avait connu Young Pérez, donc on voulait que lui nous raconte Auschwitz sur place, d'autant que lui-même a été déporté, pas au même endroit, mais enfin il a été à Auschwitz aussi. Young Pérez était à Buna Monowitz, Altman était à Birkenau, mais bon, enfin voilà, il l'avait connu. Et, euh, et donc, quand j'ai rencontré Jacques, je me suis rendu compte qu'il avait déjà près de 90 ans. On était en 2010. Il est toujours vivant. On a fêté ses 100 ans, là, Ah il y a oui. quelques semaines. Et je me suis dit, voilà, on est sur les dernières années des derniers témoins.
Il y a une espèce de compte à rebours horrible qui est en train de se mettre en place et qui semble pas trop affoler grand monde, mais enfin moi ça m'a affolée. J'avais des enfants très petits, enfin j'ai des enfants encore très petits d'ailleurs maintenant, et je me suis dit eux n'auront pas la possibilité d'avoir un témoin qui vient dans leur classe leur raconter. Et pour moi, l'histoire, c'est une matière qui est passionnante, mais qui a toujours été très austère. Enfin, voilà, au lycée, ça me passionnait pas parce que je m'ennuyais avec les chiffres, les dates, les choses. Et je trouvais qu'il y avait aussi une forme de d'austérité, de snobisme aussi dans la manière dont on enseignait cette discipline de manière très austère. Et quand j'ai rencontré Jacques, je me suis dit, mais en fait, voilà, cette rencontre humaine, c'est ce qui déclenche tout, finalement. C'est la rencontre d'un homme qui vous donne envie d'aller plus loin, en fait, de vous intéresser, de creuser. Et puis, je l'ai trouvé incroyable, de force, de courage. Et là, j'ai pris conscience que je ne les voyais jamais dans des films que en train de témoigner de la guerre, en fait, donc de la partie horrible de leur vie, de la tristesse, de ce qu'ils avaient subi, et qu'on insistait jamais assez sur la force et le courage qu'il avait fallu à ces gens après, qui se sont retrouvés sans rien, avec un pays qui ne voulait pas d'eux, qui ne les a pas aidés. Ils se sont retrouvés en sortant du Lutetia avec un ticket de métro dans la rue, et il a fallu reconstruire une vie. Et moi, voir ce Jacques Altman qui me racontait qu'il avait adopté un enfant après la guerre alors qu'il avait rien, qu'il avait plus de parents, qu'il avait perdu tous ses frères. Enfin, j'ai trouvé ça d'un héroïsme et voilà, d'un courage. Je me suis dit, c'est des héros comme ça que je veux que mes enfants aient, en fait. Donc, ça a été ça le déclencheur, ouais. Ouais, il y a beaucoup de points, sur lesquels j'avais envie de Oui, revenir. c'est pas grave. Non. Vous avez grandi vous venez d'une famille, séfarade, hein, je crois, Ouais. qui n'a pas été impactée directement par l'Holocauste. Quel a été votre rapport à l'histoire de la Shoah pendant votre enfance et à l'école, qu'est-ce que vous avez eu comme enseignement? Est-ce qu'on en parlait chez vous? Non, sincèrement, assez distancié, pas grand-chose. Bon, une notion évidemment en tant que juive que au cours de l'histoire, on avait été quand même pas mal menacés, tués, et qu'il y avait voilà, évidemment, j'avais conscience de ça. J'avais été très marquée jeune par un film d'ailleurs, plus que par des cours d'histoire, par Le choix de Sophie qui porte mon prénom. Voilà, cette Mmh. scène atroce où elle choisit entre son fils et sa fille. Moi, j'ai un fils et une fille maintenant. Enfin, voilà, j'ai été marquée par des choses comme ça, mais plus des films, des livres, Anne Frank, bon, bien sûr, mais voilà, pas grand-chose à l'école, pas de visite de témoins dans ma classe, une famille pas impactée, donc pas tellement, voilà, marquée par ça. Et au début, je me suis dit comment va être accueillie ma démarche justement en tant que séfarade. Est-ce qu'on va me prendre au sérieux un peu? Et très vite, au vu des réactions des familles, en fait, je me suis rendu compte que c'était un atout. C'était je pense que c'est un véritable atout parce que je n'ai pas eu ça dans le biberon, j'ai pas le traumatisme, je ne suis pas impactée comme les gens de ma génération. J'en ai rencontré, vous imaginez, plein depuis, et ce sont des gens qui sont forgés par ça. Enfin voilà, qui ont un traumatisme que je n'ai pas. Même si ce sont des petits enfants de déportés. Enfin, c'est voilà. Donc, j'avais pas ça dans le biberon. J'ai pas été constituée totalement par ça. Et puis, du coup, j'avais comment dire, une distance qui apportait un peu de légèreté et de. Je n'ai pas le tabou que eux ont à poser des questions sur ça. Donc en fait, je pense que c'était un atout, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas mal de petits-enfants qui m'appellent en me disant: «Voilà, on aimerait entendre le témoignage de papy ou de mamie, on l'a jamais entendu. Nous, on n'ose pas, dans notre famille, c'est impossible». Donc ils m'instrumentalisent, pour mon plus grand, plaisir, quoi. Mais vraiment, j'ai des gens, voilà, qui me font venir et qui entendent, qui écoutent, derrière la porte, quoi. Mmh. Donc, Et finalement, voilà, je voulais les aborder comme une néophyte, comme quelqu'un qui n'est pas spécialiste, qui n'est pas concerné totalement, qui n'est pas. Je le suis en tant qu'être humain, évidemment, je le suis, mais voilà, c'est pas mon histoire directement. Et enfin, on s'entend, quoi. Voilà, ça n'a pas frappé ma famille directement, disons. Et du coup, je pense que c'était peut-être plus facile de s'identifier à moi qu'à des experts ou des historiens, voilà, un peu techniques qui ouais, parce iraient. que là, vous aviez un peu un lien, de par votre religion et le fait d'être séfarade, mais aussi, voilà, cette distance. Je pense que c'était le bon mélange, effectivement, ouais. Puis alors maintenant, j'ai
une bonne bande d'Ashkénazes descendants des camps qui travaillent avec moi et voilà, j'ai été la locomotive, mais maintenant ils m'ont suivi, ils m'ont dit merci parce que j'aurais aimé, mais moi voilà, j'ai pas pu, enfin voilà, et qui travaillent avec moi, mes chefs opérateurs, Leslie Gelruber, enfin voilà, Delphine Adjedge qui travaille avec moi, ce sont tous des descendants en fait, donc c'est amusant. Et avant de rencontrer Jacques Altman, est-ce que vous aviez déjà passé du temps avec des survivants de la Shoah ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Et quel a été finalement le moment clé entre la fin de l'enregistrement et le tournage de Jung et moi et le début de tournage des derniers? Quel a été le cheminement? Ça a été facile? Ça a été allant de soi ou il y a eu vraiment des obstacles importants? Oh bah non, les seuls obstacles, ça a été évidemment les financements. Parce que, bon, évidemment, il y a d'autres collègues de témoignages qui ont été faites, qui sont faites. Spielberg a filmé 55 000 personnes avec sa fondation. Alors, évidemment, il s'agissait pas de refaire pareil ou voilà. Mais la spécificité de notre collecte à nous, c'est que nous tous, notre métier, c'est l'audiovisuel, c'est la télévision. On était des professionnels de ça, et on voulait faire des épisodes qui soient d'une grande efficacité, donc compacts, efficaces, une douzaine de minutes. Les collectes qui sont faites, c'est des interviews posées de 3h30, 4 heures, qui sont pas montées, qui sont sur un fond neutre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'archive en fait, si vous voulez. C'est du rush, c'est pas des épisodes, voilà. Donc je dis ça parce que du coup ça impliquait un coût assez élevé forcément parce qu'on tourne en 4K avec des chefs-op de télévision, enfin de documentaires professionnels, même de cinéma. On a une semaine de montage par épisode. Donc la seule difficulté, si vous voulez, c'était de le faire en fait. D'accord, ouais. D'ailleurs, plein de gens m'ont dit ah moi aussi j'avais envie de faire ça, mais la difficulté, c'est de le faire, vous voyez? D'accord, la Et que ça technique fait 5 ans et qu'on y travaille, voilà, et il fallait trouver pour chaque épisode, des sous pour le faire, en fait, et du temps et de l'énergie et des gens et des eh compétences. oui. Donc, on a commencé par 5 épisodes en 2017. Les premiers, alors c'est marrant parce qu'ils sont devenus très connus depuis, mais Ginette Kolinka, Esther Senot, à l'époque, elle l'était beaucoup moins, Shlomo Selinger, Élie Buzyn, auquel on a rendu hommage là d'ailleurs hier, qui est décédé depuis. Bon, c'était des témoins très importants qui avaient déjà témoigné, mais qui n'étaient pas connus comme aujourd'hui, disons. Et j'ai commencé par ces 5-là. On a présenté ces 5 épisodes un peu comme un pilote, quoi. Et puis après, il a fallu à nouveau, voilà, partir Et en quête de solutions. vous êtes combien à chaque fois quand vous allez dans À les deux, appartements? À deux seulement, ouais. ouais, un chef opérateur et D'accord. moi, ou un chef opérateur et Leslie, c'est tout. Et en fait, voilà, on n'a pas été accueillis à bras ouverts, on n'a pas été tellement soutenus au départ par les institutions, disons, parce que justement, euh, les gens pensaient que ça avait déjà été fait, je pense. Ce serait pas vendeur, Non, au contraire, que le au travail avait contraire? déjà été fait, qu'on Oui, apportait un peu rien de nouveau, alors que nous, ce qu'on pensait apporter de nouveau, et ça s'est avéré être réel, c'était le côté viral, le côté voilà, destiné aux jeunes, les réseaux sociaux, des épisodes courts, efficaces, des vidéos impactantes en fait. Et puis qu'on voulait faire rayonner le plus largement possible et que ouais. ce soit gratuit, que ça n'appartienne pas à une chaîne, qu'il n'y ait pas de problème de droit, que les profs puissent s'en servir en classe. En fait, c'était vraiment un outil adapté aux nouveaux besoins et aux nouvelles générations. Et il s'est avéré qu'en effet, il avait toute sa place parce que je vois, enfin, au vu du nombre de vues en effet et de l'utilisation qui en est fait par les professeurs en classe et tout, je pense que ça rend service. Donc vous avez des retours d'enseignants, d'élèves qui vous écrivent? Plein de jeunes qui m'écrivent et puis plein de profs, ouais. Ouais. Euh, Et ce Plein de sont profs d'histoire. des jeunes parfois qui n'avaient jamais entendu parler de la Shoah? Alors, je sais qu'il y a ces études qui sont sorties qui disent que plein de jeunes ignorent, voilà, enfin, ignorent ce qu'est la Shoah. Non, jamais entendu parler de la Shoah. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai. J'ai pas de jeunes qui me disent je n'en avais jamais entendu parler. Je peux pas dire ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent absolument pas concernés.
qui comprennent pas pourquoi on leur parle de ça, qu'il y en a marre, que c'est du passé, qu'encore les juifs. Bon, ça oui, évidemment, et je pense que c'est aussi dû à la manière dont on leur présente la chose. C'est-à-dire que ce qui est important, à mon sens, c'est de comprendre que toute l'humanité, en fait, est concernée par cette histoire et que toutes les personnes de l'époque ont quelque chose à voir avec cette affaire. Et que donc c'est un paradigme, la Shoah. C'est un enseignement pour tout le monde. C'est pas juste commémorer le massacre des Juifs. Oui, la différence là, c'est qu'il y a des personnes concrètes qui parlent et donc ils peuvent plus s'identifier à une personne que juste à un chiffre sur un livre, donc ça change tout aussi. Ouais, Même bien s'il y sûr. avait déjà comme vous dites, des témoignages d'enregistrés, mais je pense que ça rajoute vraiment quelque chose. Et puis ils se disent, ah, il avait mon âge quand je suis, que j'ai maintenant, quand le jour où il a été déporté. Donc, tout ça, ça joue forcément. Ouais. Bien sûr, ils s'identifient plus et puis il y a plus de proximité et puis bon, voilà, en tout cas, on a rendu accessible ça. Disons qu'il y a beaucoup de témoignages, c'est sûr, partout dans plein de films et tout, mais les films, ils sont diffusés et puis ils disparaissent un peu. C'est-à-dire que voilà, on a voulu quelque chose qui soit là, qui soit permanent, qui reste et qui soit visible à n'importe quel moment. Donc Moi, j'avais une question. Comment vous avez décidé d'amener un gâteau au fromage? Parce qu'il y avait beaucoup de choix possibles. euh, je sais plus. C'est Parce un que peu vous amenez cliché, hein, mais en plus. à chacun, vous Ah, amenez un alors j'ai gâteau un au peu fromage. arrêté depuis le Covid, malheureusement. Depuis le Covid, on a arrêté de manger, on a arrêté les bises. C'est un peu triste, Ouais. mais au début, le gâteau au fromage, bon, évidemment, le gâteau au fromage, c'est un clin d'œil ashkénaze, mais euh, c'était, tout ça était pour créer un climat un peu justement chaleureux et différent, une proximité euh, que les autres interviews ou collectes n'ont pas. Voilà, c'était l'idée, c'était et puis le fait que je sois à l'image aussi, c'était ça. Hein, c'était pas du tout quelque chose de d'égocentrique pour moi. Ça a été très douloureux au début d'être filmé, mais je me suis dit voilà, je vais être avec eux, je vais être à côté d'eux, on va le faire main dans la main. C'est pas, j'ai fait plein d'interviews avant d'une manière classique, si vous voulez, vous avez la lumière, le chef-op, le journaliste planqué derrière la caméra. Il y a quelque chose de très impressionnant à ça. Même moi, au début, quand on m'interviewait, j'avais du mal. Maintenant, j'ai plus l'habitude, mais je veux dire, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est pas naturel. Une personne de 90 ans, elle a pas nécessairement envie d'avoir un spot sur elle et cette mise à distance, ce protocole un peu lourd comme ça. Donc moi, justement, je me suis dit, voilà, on va prendre un café, un gâteau au fromage, je vais m'installer avec eux, je vais leur faire la bise, je vais leur parler d'autres choses, faire le tour de l'appart. Et ça va créer un climat de confiance et de détente qui va les mettre à l'aise. Et je pense que ça fonctionne. Oui, parce que vous passez à chaque fois plusieurs heures, et donc j'imagine que vous n'arrivez pas avec la première question directe. Ah non, non. J'arrive, alors, mon arrivée, l'arrivée filmée est ma vraie arrivée. J'y tiens beaucoup parce que je veux garder cette spontanéité. Donc la rencontre est vraiment la rencontre. On le refait pas. Après, je passe 4 heures sur place. Donc évidemment qu'on a le temps et d'installer une ambiance, un climat de confiance, et puis aussi, euh, vous savez, on a l'impression que pour faire 12 minutes, enfin quand on n'est pas du métier, il faut 12 minutes quoi. Mais pour avoir 12 minutes vraiment fortes et efficaces, il faut des heures en fait. Il faut autant d'heures que quand vous faites une collecte de témoignages où les témoignages durent 4 heures et demie. Enfin, je veux dire, nous aussi on a 4 heures et demie de rush, mais pour monter ça et que ça fonctionne, j'ai la chance d'avoir un monteur Bob Ryers depuis le début qui est extraordinaire, qui a une sensibilité dingue et qui en même temps est un vrai homme de télé, donc il sait aussi rendre la chose percutante. Mais c'est vraiment du travail, c'est de la dentelle qu'on fait. Donc tout est pensé. C'est évidemment que pour avoir quelque chose qui a l'air simple et fort, il faut beaucoup de travail en Oui, c'est réalité. toujours comme C'est ça. Mais presque ça se voit pas d'ailleurs, et c'est voilà, pour ça que c'est bien fait. tant mieux, tant mieux que ça se voit pas. Mais donc oui, bien sûr, voilà, je voulais qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en confiance. Et puis cette idée d'être à l'image et d'arriver comme ça, c'est aussi une manière d'emmener les gens chez eux avec moi. Oui, Euh, plutôt que de les faire venir en studio, ça aurait été complètement différent. Ouais, Exactement. Et puis, du coup, les gens ont l'impression d'être avec moi quand je sonne à la porte, quoi. Enfin, je ouais. pense Ouais. qu'il y a Ah ce oui, côté, c'est ça. on a l'impression d'aller rendre visite à mamie, quoi. Bah oui, surtout qu'on voit dans les escaliers, dans les ascenseurs. Voilà. Ouais, c'est ça, mais c'est Ouais. sympa. Enfin, je pense que ça. Écoutez, en tout cas, là où je suis très contente, c'est que j'ai plein de témoignages de gens qui me disent, voilà, j'ai commencé à en regarder un en me disant, bon, je vais en regarder un.
et puis qui les binge finalement, parce que vous regardez 10 minutes, et puis encore 10, et puis ils s'en font 5-6, mais au bout de 5-6, c'est un petit peu lourd. Mais je me dis qu'un jeune, il va pas partir pour un film de 52 minutes sur le sujet. Alors que sur 10 minutes, il se dit, bon, voilà, on va, ou même sur TikTok, on met des extraits d'une minute. Mais il regarde une minute, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 10, puis 20, et puis il a appris quelque chose. Non, mais ça c'est bien vu, hein, parce que c'est sûr que la durée de concentration actuelle est assez Voilà, courte. ouais, c'est sûr. Et je voulais parler justement de certains témoignages où c'était la première fois où il vous parlait. Il y avait Jean qui était presque nonagénaire, dont la fille vous avez Ouais, contacté, et il vous raconte son histoire pour la première fois sous les yeux de sa fille. Et puis il y a d'autres exemples ouais. certainement. Ça a dû être très émouvant. Est-ce que le fait de débloquer la parole comme ça à l'intérieur des familles, ça a été une surprise pour vous, un cadeau inattendu? Bien sûr, oui, oui, bah, c'est-à-dire que en fait, je vous dis, j'avais pas le- comment dire, j'avais pas de plan vraiment au début, quoi. Je me suis dit, on va essayer, puis on verra. Et puis finalement, ce projet, euh, il m'a presque dépassé. C'est-à-dire que, vous voyez, après, il y a une demande qui fait que vous avancez. Et puis ça, enfin, ce que vous dites, c'est-à-dire, voilà, d'avoir des gens qui vous demandent de venir et qui vous demandent de venir débloquer une parole qu'ils n'ont jamais entendue. euh, Bah c'est très, enfin c'est très flatteur, c'est très satisfaisant on se sent, on sent qu'on fait quelque chose qui a du sens quand on fait ça, et évidemment, bah c'est difficile de dire non ou d'arrêter, quoi. Donc oui, c'est des moments, avec Jean justement à la fin, Jean et sa fille sont quand même assez bouleversés et me disent, voilà, ça restera un grand moment pour notre famille. Ils me remercient. Enfin, c'est des moments, Ah oui, bon. Et puis ça leur fait, enfin, ça leur fait plaisir de parler, quoi. Vraiment, je sais pas si ça leur fait du bien après, parce que ça règle rien de juste, voilà, mais ils ont le sentiment du devoir accompli. et vous avez l'impression qu'il continue à parler une fois que vous êtes parti? Vous avez Je ouais, pense que ça décoince, ouais. ouais. Bah, je pense qu'il y a des questions qui arrivent. Je pense qu'il y a des. Oui, ça décoince. Je pense. Euh, mais en tout cas, c'est touchant de voir qu'ils ont l'impression d'avoir fait leur devoir. En fait, il y a beaucoup ça. Bon, ben, je l'ai fait maintenant. Voilà. Ça, je crois que ça leur fait du bien, parce qu'ils savent qu'il y a une attente dans les familles, que leurs petits enfants veulent savoir, que Ah ils le ouais. savent et ils y arrivent pas et ils culpabilisent, et voilà, il y a un truc comme ça qui se dénoue, qui est chouette, quoi. Et est-ce que vous avez trouvé des points communs, au niveau des personnalités de ces hommes et de ces femmes qui peut peut-être en partie expliquer le fait qu'ils aient survécu, à l'horreur? La chance ou l'audace, l'inconscience, parfois la prise de risque parce qu'ils étaient très jeunes? Non, mais c'est difficile de. Il y a plein de points communs dans leur parcours, mais il y a pas. Je peux pas. Voilà, je me permettrai pas en tout cas de tirer des conclusions sur les facteurs de survie, parce que à chaque fois c'est des dizaines de hasards, de coïncidences, de moments magiques. Ils ont échappé à la mort chacun des dizaines de fois. C'est pas une fois, c'est pas une action. C'est plein de choses. Ils ont failli y passer tous plein de fois. Donc, on peut pas vraiment dire qu'un comportement ou une personnalité ou même. Et puis, même dans les familles se pose cette question de savoir, est-ce que c'était ce qu'ils étaient qui leur a permis de survivre, ou est-ce que c'est leur survie qui les a fait devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont devenus forts et durs parce qu'ils ont vécu ça, ou l'inverse? Est-ce que c'est Mmh. une sélection naturelle, ou est-ce que c'est une évolution? Je saurais vraiment, vraiment pas dire ça. Vous avez Ginette qui vous dit qu'elle n'était rien, qu'elle était une toute petite chose, qu'elle a juste essayé de se faire petite. Il y en a d'autres qui vous disent, ah ben oui, mais moi je parlais 9 langues, donc dans le camp c'était précieux, donc ça m'a permis de faire des choses qui, voilà, d'être utile là ou là, et ça m'a sauvé. D'autres qui vous disent, je suis bien tombée, j'étais dans la cuisine. Donc c'est 1000 histoires incroyables en fait. Et pour chacun 1000 histoires incroyables. Donc Ouais. je pourrais pas vous dire non, mais bon, après, en plus, ceux que je filme sont vraiment les derniers. Et les derniers, c'est une catégorie très particulière, parce que, bon, déjà, ils ont survécu, donc déjà en ça, c'est une catégorie particulière. Et puis en plus, c'était les plus jeunes, donc c'est des gens qui n'avaient pas
C'est Esther Senot qui m'a dit ça un jour, mais c'est vrai que c'est des gens qui n'avaient pas de mari, de femme, d'enfant, donc qui n'ont pas perdu ça. Alors ça, c'est peut-être un vecteur de survie aussi, parce que Mmh. Ils avaient tout à reconstruire. bah, ils avaient la vie devant eux, ils étaient Ouais, jeunes, ouais, c'est ça. ils avaient une vraie volonté de vivre. Ça, c'est sûr que c'est un point commun pour le coup. Mais bon, je pense que tout le monde Ouais. avait envie de vivre, vous voyez. Donc, Ah oui, oui, non, c'est sûr. mais eux, ils n'ont pas perdu de femmes et d'enfants, le pire, disons. Enfin, je sais pas, voilà. Non, Mais c'est une question c'était difficile, c'était c'est les plus sûr. jeunes. Et parmi les personnes, interrogées, donc il y avait beaucoup d'anciens enfants cachés, notamment dans les fermes, de petits villages français. Moi, ce qui m'a surpris, c'était, d'entendre certains témoignages, où ils disaient: «La fermière était très méchante avec moi», alors qu'on peut Oui, imaginer, qu'ils étaient un peu oui. protégés et cetera. Comment ça s'explique? J'ai appris, je crois, il y a pas longtemps que certaines familles étaient payées Ah, pour, la toutes plupart, la plupart, ouais, ça je la savais pas, plupart. ouais. Donc ça peut expliquer un peu, certains comportements peut-être? Ah bah, écoutez, expliquer, je sais pas, mais c'est vrai que si vous voulez, bon, après la guerre, on a voulu la réconciliation nationale, évidemment, la paix, voilà, et tout le monde avait souffert, et il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence. Donc on a voulu faire croire à une France héroïque, et toutes les histoires d'héroïsme étaient bonnes à prendre, et on a enjolivé, et on a raconté, on a truc. Alors bien sûr, il y a eu des héros, et je dis pas que nous on l'aurait été, hein, loin de là. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été passées sous silence, beaucoup de tabous. Alors les gens qui cachaient les enfants, évidemment, il y a eu des gens formidables, et ils ont été nommés juste quand les démarches ont été faites. Et il faut saluer ça, l'encourager, leur donner des médailles. Évidemment que c'est extraordinaire d'avoir fait ça, il faut le souligner, justement parce que la plupart ne l'ont pas fait. Et parce que même parmi ceux qui l'ont fait, certains l'ont fait d'une manière atroce. Donc les justes, d'ailleurs, sont ceux qui n'ont pas été payés. Pour être nommé Ah, juste, il faut pouvoir prouver qu'on l'a fait par bonté d'âme. ça change tout. C'est pour ça qu'il y en a si peu. Et la plupart étaient payés. Euh, Payé j'ai par qui? par les familles quand elles le pouvaient, Mmh. souvent des mères qui sont restées à Paris faire de la couture dans des chambres de bonne ou dans la rue. Enfin, j'en ai même une dont la mère était errante dans la rue, mais réussissait à venir payer les traites de la famille, par des organismes juifs qui arrivaient un peu à, voilà, à cacher les enfants, payer les familles. Mais bon, oui, les gens étaient payés, et même quand ils étaient payés, moi j'ai plein d'exemples d'enfants qui me disaient qu'ils étaient mal nourris, maltraités, battus. J'ai interrogé une dame la semaine dernière qui a été victime de sévices sexuels par le monsieur qui l'a caché. Ah ouais, Donc voilà, bon, c'est pas glorieux, hein, globalement. Alors ouais. évidemment, il y a eu certaines personnes formidables, et j'ai même quelques dames, quelques petites filles à l'époque qui, qui ont pleuré lorsqu'elles ont été séparées de leur famille d'accueil, qui considéraient les dames qui les avaient accueillies comme leur maman, Mmh. qui ne voulaient pas les quitter, Ils devaient être très jeunes peut-être à l'époque? oui, voilà, qui étaient très jeunes, qui n'avaient pas forcément de souvenirs de leurs parents, et qui voulaient rester. Ouais, Ça aussi, ça a été aussi des déchirements, à l'inverse, des gens ouais. qui ont dû quitter les familles dans lesquelles ils se sentaient bien. Et il y Il y en a a toutes qui sont sortes restés d'histoires, en mais contact? oui, oui, bien sûr, il y en a qui Ouais. sont retournés les voir toute leur vie, passer des vacances. Il y en a aussi, il y a aussi des très belles histoires. Mais c'est vrai que disons qu'on a beaucoup insisté sur les belles histoires, je pense. Mmh. Et quelle est la plus grande idée fausse en ce qui concerne les survivants, des camps? Et vous-même en passant beaucoup de temps avec eux, qu'est-ce qui vous a le plus surpris si on parle de leur personnalité, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être? Euh, je je sais pas s'il y Peut a vraiment un trait qui m'a surpris. Euh, mais c'est vrai que non, je vous dis, j'ai été épatée par leur courage et leur dignité en fait. Il y a une forme de d'humanité en eux qui est assez bouleversante. Sans être totalement naïf, hein, ou angélique, mais c'est vrai que euh, je sens quelque chose chez eux, en tout cas, qui m'a beaucoup touchée, qui pour moi est héroïque, c'est-à-dire leur manière de ne pas avoir avancé avec aigreur, avec violence, avec haine. En fait, ils sont pas du tout revanchards, ils témoignent pas pour qu'on pleure avec eux ou pour qu'on s'apitoie sur leur sort, mais pour comme un signal d'alerte, comme des valeurs qu'ils veulent transmettre aux jeunes.
Et en fait, il y a quelque chose de très noble, quoi, une vraie bonté d'âme, en fait, je trouve. Comme si, en fait, ce qui leur restait, c'était, par rapport à ce qu'on leur avait fait, c'était de prouver que eux n'étaient pas comme ça, en fait. Il y a un truc comme ça, qui est très touchant, qui est, ben, nous, on va pas être des ordures, en fait, comme eux, voilà. Et donc, ce qui nous reste, c'est notre dignité, notre élégance, notre courage, et on va montrer que l'homme peut aussi, et je trouve que, évidemment, il y a des gens qui ont des tempéraments de feu, qui peuvent être un peu, voilà, durs et tout, mais il y a quand même quelque chose de très, de très élégant, quoi. Mmh. Voilà. Ils sont pas tombés dans l'aigreur et la Je trouve, revanche, bah non, pas du tout. Enfin, ouais, moi, ceux que j'ai rencontrés, en tout ouais. cas, je les trouve incroyablement dignes. Mmh. J'ai eu l'impression en regardant plusieurs, interviews qu'il y avait un peu ceux qui avaient parlé rapidement, de leurs expériences à leurs enfants, qui ont, sans le vouloir certainement, mis ce fardeau sur les épaules des enfants, puis des petits-enfants. Et il y a ceux qui se sont empêchés comme, Élie Buzyn, hem, d'en parler directement ou d'attendre, un certain âge et puis d'en parler plus librement ensuite aux petits-enfants. Est-ce qu'est-ce que vous avez constaté, à la fin de leur vie? Est-ce que, ceux qui avaient été plus, bavards, on va dire, qui en avaient parlé plus rapidement, est-ce que, c'était plus lourd finalement leur vie? Est-ce que finalement ceux qui ont fait le choix d'en parler plus tardivement, c'était bah, c'est pareil, c'est difficile à dire, mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu 2 camps, La plupart des, après, bon, faudrait demander vraiment à des psychologues, hein, spécialisés. ouais. Moi, je suis pas psychologue, je suis pas historienne, mais disons que de ce que j'ai vu de manière empirique, moi, je pense que la plupart n'ont pas parlé pendant très longtemps. Ceux qui ont un peu essayé de parler spontanément au retour des camps, en fait, enfin après la guerre, se sont fait envoyer promener, hein, très clairement. C'est-à-dire que mais qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête de mentir. Mais si ce que tu dis, c'était la triple peine. C'est-à-dire que soit tu es une menteuse, soit si ce que tu dis est vrai, qu'est-ce que toi tu as fait pour pouvoir y réchapper? Donc en fait, c'était soit le mensonge, soit la Mmh. suspicion. Enfin, c'était une horreur, quoi. Donc de toute façon, ils ont vite été calmés, quoi. Très vite, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'oreille pour eux. Et ensuite, je vous dis, il y avait un tabou dans la France de l'après-guerre terrible par rapport à ça, parce que les gens qui avaient collaboré étaient toujours là, étaient toujours en place. Il y en a qui sont retombés sur les flics français qui les avaient arrêtés. Voilà, il y avait des gens qui avaient largement collaboré, qui étaient encore aux manettes. Donc, et puis on voulait faire croire à une France héroïque, on voulait que ça se passe bien. Bon, donc on les a pas laissés parler. Il y a des films qui ont été interdits. Enfin, la libération de la parole, c'est venu très tard. C'est Mmh. venu avec Shoah de Lanzmann, avec voilà, avec bon les années 80, quoi. Mais avant ça, il y a eu quand même des décennies de silence. Après, la plupart n'ont pas parlé à leurs enfants pour les protéger. Et puis les enfants posaient pas de questions aussi pour protéger leurs parents. Donc il y avait une espèce de protection mutuelle qui s'est installée. On voulait pas se faire de peine, donc on se racontait, on parlait pas de ça. Et au final, bon, et puis il y en a qui ont parlé un peu plus vite à leurs parents, à leurs enfants. Et c'est souvent les petits enfants qui, plus spontanément, sont venus poser des questions au grand-père, à la grand-mère, dans certaines familles. Et puis là, ça a déclenché la parole, comme avec Elie Buzyn. Euh, mais globalement, je vais vous dire, à mon avis, encore une fois, je suis pas psychologue, il n'y a pas de bonne méthode. C'est-à-dire que c'est tellement insupportable et impensable et inimaginable, hein, voilà, ce qu'ils ont vécu, que vous savez, aujourd'hui, on parle de secret de famille, de il faut dire parce que sinon ça impacte et tout, mais dans un cas comme celui-là, peut-être oui, un secret de famille, un viol, je sais pas, peut-être c'est mieux de verbaliser, mais dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire que c'est tellement insupportable pour tout le monde et pour les descendants que moi, les descendants que je rencontre, qu'on leur a parlé ou pas parlé, ils sont impactés. Et ils sont Ouais. impactés de toute façon. Il n'y a pas de bonne méthode pour s'en sortir. Euh, vous imaginez de naître dans une famille en sachant qu'on a voulu éteindre votre espèce, qu'on a voulu éteindre votre famille, qu'on a tué toute la famille de votre père ou de votre grand-père ou de votre... Enfin, c'est terrible de se construire avec ça. Et soit vous le savez, c'est horrible, soit vous le savez pas, mais vous sentez bien qu'il y a des trucs bizarres, que vous n'avez pas de grands-parents, que vous Ouais, n'avez ouais, c'est pas ça. donc les tantes, qu'il y a des choses bizarres.
Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, je ne savais pas que ça existait les grands-mères, par exemple, Mmh. petites, en fait. Et puis, ou alors, ben moi, autour de moi, toutes les personnes un peu âgées avaient un tatouage, c'était normal, sur le bras. Enfin, Mmh. donc vous grandissez dans un milieu que vous pensez être normal parce que c'est votre vie, mais où en fait, il y a plein de choses qui sont pas totalement normales, qu'on parle ou pas, en Ouais. fait. Donc, Ouais, ouais. Et voilà, je sais pas, je crois pas, je sais justem pas ce qui était le mieux, en le fait, voilà. non, c'est ça. Et donc si on se remet, à la fin de la guerre, les gens arrivent au Lutetia et parfois 1 an après la fin de la guerre et sont, ensuite, remis, on va dire, dans la rue, presque sans argent. Il y a eu Ah mais aucun c'est bien, suivi ouais. psychologique, hein, c'est Non, ça? ça n'existait pas. Ouais. Les Et cellules dans votre, psychologiques é n'existaient ouais, pas. Ils ont été au Lutetia quelques jours pour finalement bah, faire un peu un examen médical, voir dans quel état ils étaient, et puis voir s'il y avait des familles qui restaient, quoi. Donc ouais, les c'est tout. familles passaient au Lutetia pour essayer de retrouver. C'était un point de rencontre finalement. Mais une fois que les gens, voilà, avec quelqu'un qui venait les chercher, ou voilà, c'était fini. Ils repartaient en métro et Ouais, puis ouais. c'est tout, quoi. Et j'imagine que de toute façon, il y avait pas de possibilité d'aller consulter un psychologue parce que c'était déjà ils n'avaient rien, donc c'était un luxe qu'ils pouvaient pas se permettre. Ah, je crois qu'ils y ont même pas pensé. C'était aussi une époque où on parlait Ouais, pas beaucoup c'était pas tellement en vogue. ouais, c'était pas Et puis il fallait déjà régler la question de ce qu'on allait manger, quoi. Donc, oui, et où on c'est allait des vivre. gens, je veux dire, leur combat, ça a été déjà de trouver à manger, de travailler, de retourner à l'école pour les plus jeunes. Et puis vous savez, même les appartements avaient été spoliés, enfin, ils avaient plus rien. Même récupérer un appartement, c'était un combat. Même un Ouais, appartement qui justement, je personne voulais les en a parler, eu, ouais. hein. Donc Fallait, ils se représentaient à leur appartement et des gens qui vivaient dedans et ils n'avaient pas de recours pour, récupérer l'appartement. bah, certains ont dû, faire appel, je ne sais même pas comment, à des avocats sans argent, qui ont fait Et des oui, c'est ça. procès, certains ont récupéré les appartements 2 ans après, enfin, et puis retrouver aussi des choses chez la voisine, qui avait, enfin, Ouais. c'est, Ouais, on avait du mal à imaginer, c'est vrai, ah ouais. c'est incroyable. Et quel était le rapport, à la religion, pour ceux qui venaient de familles religieuses, avant la guerre? Est-ce que la plupart ne sont pas redevenus religieux, après la guerre, dans votre expérience? C'est toujours difficile de, vous voyez, encore une fois, c'est pas un groupe uniforme du tout. Il y a pas Oui, de, bien sûr. chaque cas est particulier. Mais bon, moi je les ai pas beaucoup interrogés sur la religion, mais ceux qui m'en ont parlé, disons, c'est pas un des aspects que j'ai beaucoup traité, mais c'est vrai que Mmh. bah, Jean, dont vous parlez justement, par exemple, enfin il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais moi après ça, de toute façon, je ne peux croire en rien. Enfin, je voilà, il y avait rien pour nous, quoi. Donc bon, la plupart de ceux que j'ai rencontrés, enfin, je sais pas si je peux dire la plupart, mais j'ai l'impression n'étaient pas très religieux. Après, il y en a qui le sont aussi. Oui, il y en C'est a qui sont restés, malgré tout, qui sont restés même aussi religieux, Oui, voire mais plus alors, qu'avant. ce qui est surtout, à la limite, ce qui est plutôt le plus étonnant par rapport à ça, moi je trouve, si vous voulez, ce qui est plutôt étonnant, c'est que beaucoup d'enfants enfin d'anciens enfants que j'ai rencontrés, ont découvert qu'ils étaient juifs au moment de l'étoile jaune. C'est surtout ça qui est bouleversant, c'est que il y en a qui disaient ah bon mais juif ah ok alors on doit mettre ça parce que au contraire qui étaient dans des familles qui étaient assez peu pratiquantes en fait et qui au moment de l'étoile jaune se sont dit ah bon mais nous qu'est-ce qu'on est on est différents ah bon on est juif on est voilà donc ça c'est Oui, oui, puisqu'il suffisait d'avoir un parent ou un grand-parent, je ah bah crois, donc pour être, voilà, donc oui, il y en a qui avaient pas conscience, qui étaient trop petits, ouais, bien sûr. qui en avaient pas, voilà. Et quel est, l'avis, c'est pareil, c'est une question un peu générale, mais je sais que c'est pas un groupe uniforme, mais sur, C'est est-ce qu'ils difficile sont les questions plutôt générales sur ces trucs-là, et puis c'est surtout difficile de se mettre à leur place? bah non, mais surtout de penser savoir, de penser avoir les réponses à ces questions-là. Je vous dis, moi, c'est très empirique. Voilà, j'ai glané des témoignages. Je peux vous raconter des choses que les uns et les autres m'ont dites, mais de là à tirer des traits communs,
c'est autre chose. Et est-ce que vous leur avez posé la question sur leur vision du monde actuel et futur, justement par rapport à, bon, on parlait de certaines études qui disent qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ce sujet, l'antisémitisme qui grandit. euh, Comment ils se sentent dans le monde actuel et est-ce que vous en avez Très mal, parlé? très mal, très, très mal, très, très inquiet. Ça, c'est, je peux dire pour le coup que là, il y a un vrai trait commun là-dessus pour, c'est sur ce point-là, c'est vrai qu'on peut tirer un peu de généralité. Malheureusement. Ouais, ouais, non, là, ils sont très, très, non, ils sont dévastés tous. Mm. Et ils sont catastrophés. C'est pour ça qu'ils témoignent, justement. C'est comme signal d'alarme. Euh, c'est pas pour s'apitoyer sur leur sort du tout. C'est presque un testament collectif en disant faites gaffe les jeunes, quoi, parce que ça vous pend au nez, en fait. Et enfin, ça vous pend au nez. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est qu'ils ont vécu quelque chose d'absolument atroce, que ensuite il a fallu vivre avec, qu'ils l'ont fait avec beaucoup de classe, et que ils pensaient qu'au moins tout ce malheur, tout ce drame servirait à quelque chose. Moi, je suis d'une génération où on a cru que ça allait changer quelque chose. Vous voyez, enfin que bon, ça avait quand même agi comme un vaccin, quoi. Et finalement, force est de constater que ça n'a servi à rien. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont tout bien fait, en fait. Et ça n'a servi à rien. Donc Mm. c'est tragique. Et, et puis, et puis, je vous dis, il vous alerte sur des comportements humains, sur la collaboration, par exemple. Mais la collaboration active ou passive, la collaboration, les petits arrangements, et en fait, on a toujours l'impression que, si vous voulez que l'histoire se répète, que l'histoire, si elle doit se répéter, elle se répète de la même manière. Mais en fait, l'histoire, elle se répète jamais de la même manière. Il ne faut pas craindre ce qui est déjà arrivé. L'histoire, elle se répète, mais d'une manière toujours un peu différente. Et c'est le Ouais. danger est là. C'est-à-dire que là, si notre problème, c'est de craindre que les Allemands reviennent en botte sur les Champs-Élysées, je peux vous rassurer. Enfin, à mon avis, voilà, personne ne s'inquiète de ça parmi eux. C'est pas ça. Maintenant, est-ce que des choses aussi graves ou peut-être pires, parce que d'ailleurs c'est Klarsfeld, il me semble, qui disait Oui, c'est ça. ce qu'il disait, ouais. Bah oui, enfin, si vous voulez, on n'imaginait pas la Shoah à l'époque, et puis maintenant on sait que ça a pu arriver, mais maintenant on n'imagine pas non plus ce qui peut arriver de pire et qui arrivera peut-être. C'est donc on Ouais, donc sera eux, ils sur ont les dans clés une forme pour, de déni, mais ouais. on est dans une Ils forme peuvent de déni reconnaître certaines patterns qui peuvent se répéter, ouais, c'est ça. totalement. Et puis Ouais. d'ailleurs, vous le voyez très bien, enfin voilà, moi pour prendre quelque chose que beaucoup d'entre eux m'ont dit, si vous voulez. Alors, évidemment, ça concerne pas que les juifs, mais je veux dire aujourd'hui, encore, quand on crie mort aux juifs dans la rue, personne ne réagit. Donc, voilà. Il n'y a aucune mobilisation contre ça. Alors, je dis pas que c'est unique et qu'il y a que, voilà. Mais en tout cas, même ça n'a pas changé. Donc, bon. Ouais, ça doit être terrible pour eux d'entendre ça, c'est Ah, clair. pour eux, c'est terrible. Ouais, ouais, Alors, ouais. entendre des cortèges dans les rues où on crie mort aux juifs et que personne ne réagisse, pour eux, c'est un cauchemar éveillé. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du projet justement à l'international? Je crois que ça s'appelle The Last Ones aux États-Unis. Ouais. Oui, oui, bah, écoutez, c'est le même projet, hein, ça devient international. On tourne des épisodes aux États-Unis, en Israël, au Canada, en Belgique, enfin, Ah oui. dans deux langues pour l'instant, mais on espère faire aussi bientôt de l'espagnol. Et puis voilà, on continue très activement à filmer des gens tant que c'est possible. On est en train de créer une plateforme vidéo dans laquelle tous nos contenus seront agrégés d'une manière beaucoup plus optimale que ce qui est aujourd'hui. Et puis, surtout, la nouveauté, c'est que vous pourrez avoir une recherche par mots-clés, enfin par hashtag. C'est-à-dire que si vous intéressez, je sais pas, au Veldiv, vous allez pouvoir, avec un hashtag, trouver vraiment les extraits qui concernent le Veldiv. Donc, Hmm. en quelques extraits de quelques minutes, voilà, à voir vraiment la partie des témoignages qui concernent ça. Mais ça peut être voilà sur n'importe quel thème, les Hongrois, le Buchenwald, de Pithiviers, enfin j'en sais rien par ou Drancy. Voilà, donc il y aura tous nos contenus très bien comme ça, organisés, classés et tout de manière optimale. Et puis voilà, et puis on continue. Non, il y a plein de choses. Il y a des longs métrages en cours de préparation. Il y a plein de choses, mais c'est vrai que l'urgence c'est de filmer.
On a Donc une idée là, de combien il reste de survivants non, je dans sais pas. Je sais pas du tout. On me demande souvent ça, mais c'est très difficile à dire, d'autant que la définition change. C'est-à-dire que, bon, voilà, on dit, en France, on a vraiment les rescapés des camps de concentration, mais aux États-Unis, c'est Holocaust Survivors, et Holocaust Survivors, c'est bien plus générique, quoi, et ça inclut tous les gens qui ont été victimes de la Shoah. Donc, c'est au sens très large. Euh, voilà, et puis il y en a vous savez, il y en a qui ne se sont jamais manifestés. Euh, il y a même des gens qui n'ont jamais fait état de leur survie, euh, tellement ils avaient peur, quoi. Donc, Mmh. moi, j'ai pas de chiffres. Peut-être que des gens plus spécialisés en ont, mais voilà. Et En tout cas, ce que comment je vous peux vous voulez? dire, c'est que depuis le début, disons les 2 premiers livres, j'avais filmé 25 déportés pour le premier livre, 25 enfants cachés pour le deuxième livre. Sur les 25 déportés que j'ai filmés, donc il y a 3, 4 ans, la moitié sont décédés. Bien Ouais, la donc il y a moitié. une vraie urgence, ouais, c'est sûr. Ah oui, là, c'est une course contre la montre. C'est pour ça que je vous dis, l'urgence pour nous, c'est vraiment de filmer le maximum de personnes. Même pas Mmh. de finaliser les épisodes, de les monter, de les diffuser, vraiment filmer. On s'évertue à ça encore quelques temps, le maximum. Et puis après, il sera bien temps de faire encore plein de choses avec tout ce qu'on a collecté, justement. Après, c'est un trésor. Très bien. Je voulais terminer en reprenant les mots d'Élie Buzyn, qui était un des premiers que vous avez interviewé, qui disait: Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis, et vous avez un rôle très important. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci. Alors, il faut relativiser en disant qu'évidemment, Élie Buzyn le disait à beaucoup de gens. Hein. Ça m'était Oui, pas. C'était vraiment voilà, il missionnait tout le monde, tous les jeunes, C'était évidemment très important pour lui. D'ailleurs, comme vous le savez, il est mort en témoignant, ce qui est quand même une sortie incroyable. Voilà, c'est-à-dire en faisant ce qui était le plus important pour lui, transmettre auprès des jeunes. Donc c'est vrai que bon, il voulait nous passer ce relais et c'est nous responsabiliser. Alors bon, sur moi, ça a bien marché, hein, comme vous le voyez. Mais, euh, mais oui, c'est important de porter leurs paroles. Voilà, moi, je vous dis, le but, c'est vrai, et j'utilise tout ce qui est en mon pouvoir et tout ce qui est à notre portée pour ça, c'est de diffuser le plus largement possible leurs mots, leurs messages d'alerte, voilà, quelle que soit la méthode. Donc maintenant, c'est TikTok, ça a l'air peut-être un peu, mais c'est pas grave. On touche les jeunes. Donc voilà, ils sont là et c'est là qu'il faut être parce que c'est là qu'ils sont. Donc je suis très contente de faire des millions de vues sur TikTok, même si ça a l'air un peu superficiel peut-être pour certains, je sais pas, historiens. Et encore, je crois pas. J'ai croisé un historien hier dans le train qui me disait par hasard et il me disait, vous faites quoi? Et je lui dis, ben, un peu honteusement, moi, je fais ça sur TikTok et tout. Il TikTokeuse. me dit, ah, mais les derniers, mais j'adore et tout. Je regarde, j'adore. Alors, j'étais super contente parce que, et finalement, j'ai des gens très sérieux maintenant qui me disent que c'est bien, en fait, quelle que soit la manière dont on chope les jeunes. Après, les profs font leur travail, les historiens font leur travail, les musées, ce que vous voulez. Mais il faut les choper. Donc, voilà. Tant mieux si Malgré, c'est une porte d'entrée, ça me va. Même si c'est ce petit rôle-là, si on a réussi à juste attiser leur curiosité et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que de quoi ils me parlent? Bah, on a déjà voilà, si on gagné. éduque une personne, c'est déjà gagné. Voilà, ouais. Bon, Très après, on va bien. pas changer le monde, hein, mais Non, mais bon, on peut on essayer. aura fait notre part. Très bien. Merci beaucoup, Voilà. Sophie, d'avoir pris le temps Merci d'être beaucoup. là. Merci. Je vous en Je prie, rappelle avec qu'on plaisir. peut vous trouver sur Instagram, @lesderniers, et sur TikTok, sur votre site internet lesderniers.org. On peut également vous écrire directement sur Instagram, @naumsophie. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs. Merci.